Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition au sommaire de l'actualité. Pour les actualités nationales, table ronde sur les défis et les perspectives du laboratoire central du bâtiment et des équipements. Autre actualité nationale, signature d'un accord pour le soutien à l'éducation et l'autonomisation des filles. Et pour les actualités internationales, au Brésil, les secours ont découvert de nouveaux corps samedi 19 février sous les hammams d'Ebou, à Petrópolis, dévastés par des inondations et des glissements de terrain qui ont fait au moins 146 morts. Merci encore, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez dans cette édition de 22h. Les détails de ce journal. On commence avec le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Ahmed Moussa Selik, notable djiboutien très connu et apprécié par ses compatriotes pour sa générosité et sa disponibilité. Il était le propre du sage qui sait écouter et concilier les gens, a indiqué le chef de l'État. Il appartient à un cercle préalable de responsables qui ont su donner le goût du travail bien fait aux générations qui les suivaient. A ensuite noté le président Guelleh, patriarche juste et bon. Il est à la tête d'une importante famille, comprenant notamment l'ancien ministre des Affaires présidentielles chargé de la promotion des investissements, M. Ousmane Ahmed Moussa, a également souligné le président de la République. Puisse Dieu accueillir le défunt notable djiboutien dans son paradis éternel, a par ailleurs imploré le chef de l'État qui a exprimé ses condoléances attristées à sa famille, à ses proches et amis. Décédé ce samedi, feu Ahmed Moussa Selik coulait une retraite paisible depuis de longues années à l'issue d'une brillante carrière au ministère djiboutien de la Santé. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je vous disais dans les titres, sous le haut patronage du Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, le laboratoire central du bâtiment et de l'équipement, la LCBE, a organisé une table ronde ministérielle sur les défis et les perspectives du LCBE. Outre le Premier ministre ont pris part à cette table ronde plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l'Infrastructure et de l'Équipement, les ambassadeurs accrédités à Djibouti, les représentants des organisations internationales, les représentants des corps constitués et le préfet de la ville de Djibouti, ainsi que les universitaires issus des filières du BTP. Durant cette table ronde, plusieurs présentations techniques sur le rôle et les actions ont été exposés par les services compétents. Dans la foulée, le numéro 2 djiboutien s'est rendu aux différents stands des services du LBCE. Ce moment, durant le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel, a passé en revue les échantillons des différents matériaux des constructions et des matériels de labo exposés par les agents des différents services qui composent le LCBE. Cette table ronde a pour objectif général d'informer, de sensibiliser les acteurs des intersectoriels et des institutions techniques intervenant dans la construction sur l'importance capitale que revêt le contrôle de la qualité des ouvrages de construction et le respect de normes. Lors de son intervention inaugurale à la cérémonie, la directrice générale du LCBE, Mme Rahima Ahmed, a mis en exergue que le LCBE constituait l'institution publique des références pour la définition des normes des ouvrages publics et privés. On écoute la directrice. C'est un réel plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à tous à cette table ronde portant sur les défis et perspectives du LCBE, qui marquera un tournant majeur dans le secteur du BTP. Je voudrais remercier très sincèrement Monsieur le Premier ministre pour son soutien indéfectible à notre institution et qui nous a fait l'honneur aujourd'hui de présider cette table ronde. Comme vous le savez, le LCBE accorde une attention particulière au respect des normes de construction. À ce titre, le LCBE constitue l'institution publique
de référence pour la définition des normes des ouvrages publics et privés, en attendant que l'ADN soit mis en place. Il est considéré pour l'État comme étant un atout performant et un outil indispensable pour réaliser ces objectifs ambitieux de développement durable déjà amorcés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour mieux répondre aux innovations technologiques du bâtiment, le LCBE est disposé également à renforcer sa collaboration avec tous les partenaires et acteurs clés pour réaliser ces objectifs, et ceci afin d'édifier des infrastructures fiables et de qualité. Pour cela, notre institution devra se doter des capacités humaines et matérielles pour résorber la diversification des prestations qui ne cessent de s'accroître d'année en année. Les défis et les difficultés que le LCBE rencontre sont nombreuses. Cette institution est un établissement public à but non lucratif. Il est autonome. Il est chargé des missions régaliennes en veillant à la protection des infrastructures et à la sécurité humaine et des biens. Les missions et par extension le rôle de garant, entre autres, de la sécurité de la conformité des infrastructures qui est aujourd'hui le sien est corollaire d'une lourde responsabilité que le LCBE s'évertue chaque jour à respecter, et ce, malgré les difficultés récurrentes auxquelles il est confronté. C'est un établissement qui est tributaire des recettes qu'il réalise de manière autonome, de la crise des pandémies, des intempéries, de la conjoncture du marché qui, des fois, ne lui est pas favorable, pour assurer son fonctionnement tant en termes de personnel qu'en termes de logistique. L'atteinte de cet objectif ne requiert pas des solutions utopiques ni miraculeuses, mais est majoritairement conditionnée par l'application effective de la législation en vigueur par les parties prenantes. C'est pourquoi je veux vous parler des perspectives de croissance et de développement du LCBE. Malgré ses faibles moyens, le LCBE a entamé la recherche sur la valorisation des matériaux locaux, de créer de nouveaux matériaux plus résilients afin de bâtir des logements principalement pour les plus démunis d'entre nous. De son côté, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Mohamed Ibrahim, a martelé que l'objectif de cette table ronde, qui est de mieux expliquer aux différents départements sectoriels, aux différents partenaires, le rôle qui consiste à son apport dans le développement du secteur du BTP. On écoute le ministre. Le secteur du BTP à Djibouti a connu une croissance exponentielle dans ces 2 dernières années. Il constitue un secteur porteur, non négligeable et pourvoyeur d'emplois. Selon certaines projections pour 2002, le BTP représente 15% du PIB national et une tendance à la hausse est à envisager pour les années à venir. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour partager avec vous les défis auxquels le LCBE fait face et les perspectives qui s'offrent à lui. Comme vous le savez, le LCBE est l'organisme chargé de la réalisation des études géotechniques, de conception et d'ingénierie du laboratoire. C'est un établissement public ayant une mission de service public dont le rôle est incontournable pour veiller au respect des normes de construction en vue de garantir la sécurité des biens et des personnes. Le LCBE, qui est sous la tutelle du ministère des Infrastructures et de l'Équipement, constitue le fer de lance de l'avenir du secteur du BTP. Et c'est grâce à son expertise de longue date. En clôturant le programme du lancement officiel de cette journée cérémoniale, le Premier ministre a insisté sur la pertinence et le rôle clé dans les missions dévolues. On écoute le Premier ministre. Le rôle technique de la construction vise à prévenir les aléas techniques susceptibles de se produire dans les projets de construction, voire d'entraîner des sinistres. Nul ne pouvant se soustraire à ces règles et qu'il soit les maîtres d'ouvrage publics, les établissements publics, les sociétés privées, ces remarques vous concernent. D'ailleurs,
Comme déjà annoncé dans ma circulaire de juin 2019, il n'échappe à personne que la sécurité des citoyens djiboutiens, la protection des biens et de l'environnement constitue une préoccupation majeure du gouvernement, notamment en matière d'ouvrages, de construction, de suivi et de contrôle de la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre au cours de l'exécution des travaux et bien entendu toutes les étapes de la réalisation. La réalisation des travaux doit scrupuleusement s'exécuter dans les règles de l'art, conformément aux prescriptions techniques des dossiers d'appel d'offres élaborés après des études techniques préalablement effectuées à cet effet et un référentiel bien établi. Les missions confiées au laboratoire central du bâtiment et de l'équipement sont clairement rappelées par la directrice générale. Le laboratoire agit au nom de l'État et personne ne peut se délier délibérément des obligations fixées aux exigences applicables aux ouvrages de construction dans notre pays. D'autre part, je suis convaincu qu'il est nécessaire d'actualiser les instruments juridiques et les dispositions réglementaires du laboratoire pour répondre aux défis technologiques des ouvrages de construction, pour prendre des mesures coercitives idoines contre toute violation constatée. Il est également incontournable de hausser le savoir-faire des techniciens du LCBE afin qu'ils mènent à bien la surveillance des travaux. De même, admettre que ces interventions ne peuvent être appliquées qu'avec un matériel de laboratoire adéquat et un savoir-faire sans cesse perfectionné. Aujourd'hui, à l'heure du numérique, nous savons que l'informatique est d'une grande utilité. Par le passé, les techniques utilisées étaient basées sur des procédures manuelles pour la restitution des résultats, mais de nos jours, ces procédures manuelles font place à des logiciels qui permettent de traiter avec une plus grande célérité et avec des risques d'erreur très réduits les données des essais. Tous ces aspects ont des avantages économiques indéniables en termes de temps et en termes de fiabilité. J'ose espérer que les journées de sensibilisation et d'information à la table ronde ministérielle que nous allons lancer à l'issue de mon intervention feront œuvre utile et contribuer à une bonne compréhension des missions dévolues à cette institution. En fin de séance, plusieurs conventions de partenariat ont été mises en place avec le ministère de l'Intérieur à travers la préfecture de la ville de Djibouti, le ministère du Budget par le biais de la direction du contrôle des dépenses et enfin la gendarmerie nationale pour le renforcement des actions du LCBE sur le terrain. Selon les responsables, grâce à ces partenariats de l'intersectoriel, le LCBE projette de mettre en place les outils nécessaires et les cadres institutionnels pour renforcer ses compétences et concrétiser ses perspectives. Ainsi, la directrice du LCBE et représentants des différents ministères ont parachevé ces accords et c'est sous les auspices du Premier ministre. Autre actualité de ce journal, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mohamoud, et l'ambassadeur de France à Djibouti, M. Arnaud Guiwa, ont parrainé aujourd'hui la cérémonie de signature de l'accord particulier pour le projet de soutien à l'éducation des filles et à leur autonomisation entre l'AFD et l'UNICEF. Ce projet financé par l'Agence française de développement et mis en œuvre par l'UNICEF a été élaboré de manière collaborative avec la participation des équipes du MENFOP et du ministère de la Femme et de la Famille et le ministère de la Jeunesse et de la Culture, mais ainsi les cadres de l'UNICEF qui ont travaillé durant plus d'une année. Il s'agit d'un projet ambitieux qui vise une série d'objectifs, notamment l'amélioration de l'accès des filles à une offre d'éducation primaire et moyenne de qualité, le renforcement des compétences des adolescents au milieu rural et la rétention des filles dans l'enseignement moyen et secondaire. C'est aussi le moyen pour renforcer les compétences des cadres gouvernementaux sur la prise en compte du genre.
À l'issue des interventions officielles, la représentante de l'UNICEF et la directrice de l'AFD ont signé le document de l'accord particulier portant sur le projet de soutien à l'éducation des filles et au renforcement de leur autonomisation. La représentante de l'UNICEF, Mme Melva Johnson, a elle aussi mis l'accent sur l'intérêt de ce projet et a remercié l'État français qui le soutient à travers l'AFD. D'un projet phare et qui répond vraiment aux besoins et qui est en totale conformité et en phase donc, avec la planification du ministère, avec notre plan. Ce projet cible les populations vulnérables et notamment les filles donc, à travers leur scolarisation, leur autonomisation, la formation professionnelle des filles, mais également les zones vulnérables et notamment les régions et les zones périurbaines. Comme concept clé donc, de ce projet, au-delà donc, de la scolarisation des filles, nous avons un nouveau concept appelé ERI, donc c'est l'école rurale intégrée. C'est un nouveau concept d'éducation au niveau du rural. Et puis nous avons également ce projet il est en phase avec un nouveau projet du MENFOP appelé anciennement LEC, donc lire, écrire, compter, et qu'aujourd'hui nous appelons projet d'éducation accélérée. Pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle s'est dit fier de ce projet qui s'inscrit parfaitement dans le cadre du schéma directeur de l'éducation et de la formation pour la période 2021-2035. Signature d'aujourd'hui est le résultat, comme vous l'avez dit, d'un travail participatif entre les équipes du ministère de l'Éducation nationale, mais également du MF, ministère de la Femme et Famille, du ministère de la Jeunesse et de la Culture, mais également les cadres de l'UNICEF qui a duré toute l'année 2021. Il nous permettra, Inch'Allah, de relever les défis en lien avec la scolarisation universelle, mais également de promouvoir une éducation inclusive de qualité, conformément à la feuille de route de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République. En effet, malgré les efforts importants consentis, et un taux de scolarisation supérieur à 84%, il reste encore des zones rurales et des populations vulnérables telles que les élèves à besoins spéciaux, les nomades, les réfugiés, où les défis de scolarisation et de rétention se posent avec beaucoup de difficultés et donc d'acuité. Le projet renforce aussi les capacités des personnels du ministère, notamment la cellule genre, les inspecteurs, les associations de parents d'élèves, les comités de gestion de l'école. La gestion durable des infrastructures est également prise en compte dans ces projets. Messieurs et mesdames, dans ces finalités comme dans ces projets, le projet qui est signé aujourd'hui valorise le capital humain dans notre pays et lutte contre la vulnérabilité des filles et des garçons en milieu rural. C'est donc un projet structurant pour mon département. Le choix stratégique du projet d'appuyer la mise en œuvre des écoles rurales intégrées contribuera également et indéniablement à la transformation de notre système éducatif. J'exhorte donc le cadre du ministère à redoubler d'efforts pour la mise en œuvre de ce projet. Nous allons poursuivre à relever ensemble donc, nos défis éducatifs pour une éducation inclusive de qualité et pour tous. Autre actualité nationale, c'est le ministre de la décentralisation, son Excellence M. Qassim Haroun Ali, qui a présidé ce dimanche matin à l'hôtel Kempinski un atelier national de co-construction de stratégies de développement des services publics locaux. C'est dans une salle bondée de haute autorité que le ministre a lancé l'ouverture officielle de l'atelier qui durera 3 jours. Étaient présents à cet atelier les présidents des régions, présidents du conseil régional des régions de l'intérieur, les secrétaires généraux des conseils régionaux, également les secrétaires généraux de l'administration générale, les directeurs des agences et sociétés publiques, les responsables des organisations internationales et les partenaires de la décentralisation, mais également les cadres du ministère de la décentralisation. La mise en place et l'amélioration des services publics dans les régions est une priorité dans la feuille de route gouvernementale. La dernière tournée de la déconcentration dans les régions de l'intérieur qui avait pour but de redynamiser le comité sur le transfert de compétences et en est d'ailleurs la preuve. À présent, on écoute le ministre de la décentralisation qui a assuré que cette étude, qui répond aux conclusions rendues par de nombreuses études et enquêtes menées auparavant et qui relève la faiblesse des services rendus et l'insatisfaction de la population. On écoute.
Je tiens tout d'abord à vous rappeler que la question de la mise en place et de l'amélioration des services publics dans les régions est une priorité inscrite dans la feuille de route gouvernementale. Elle est confiée pour son exécution à mon département par son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh. Je peux vous affirmer que je suis particulièrement attaché à cette étude sur la stratégie de développement des services publics locaux parce qu'elle répond à un objectif majeur de la décentralisation, qui est le rapprochement des services auprès des administrés. Cette étude répond aussi à des conclusions rendues par de nombreuses études et enquêtes menées auparavant et qui révèlent la faiblesse des services rendus dans les régions et l'insatisfaction de la population par rapport à ces services. Dans une première phase, l'étude a identifié en concertation avec les responsables de chaque région 3 services prioritaires à développer. Ces services qui touchent à des domaines variés comme la gestion des déchets, les transports urbains, l'aménagement du territoire, le secteur primaire, le tourisme et l'artisanat doivent obtenir tous les appuis qu'il faut pour les rendre effectifs et fonctionnels. D'ailleurs, le décret sur le transfert de compétences de 2007 a transféré aux conseils régionaux 33 compétences. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, seule la compétence de l'état civil est transférée aux conseils régionaux. Mon département travaille actuellement en étroite collaboration avec la primature pour redynamiser le comité sur le transfert des compétences. Mon souhait est que ce comité soit à nouveau opérationnel et qu'il puisse tenir les réunions intersectorielles pour que d'autres compétences soient transférées dans les meilleures conditions et dans le meilleur délai aux conseils régionaux. Je sollicite de la part des présidents régionaux qu'ils soient plus entreprenants, qu'ils soient une force de proposition, d'initiatives innovantes dotées d'une stratégie. Autre actualité de ce journal, le départ du bataillon Hill 9. Ce matin, dimanche 20 février 2022, le bataillon Hill 9 s'apprêtait à s'envoler en Somalie à bord de l'avion militaire des Nations Unies en direction de Beledweyne dans le secteur 4 sous commandement militaire djiboutien pour relever le bataillon Hill 7. Il est à noter que dans le cadre de la mission africaine sous la bannière AMISOM, Djibouti déploie 2 bataillons de 2000 hommes pour rétablir une paix durable en Somalie. Arrivé en 2019 à Beledweyne, le bataillon Hill 7 est parvenu au terme de son mandat et doit être relevé. C'est dans cette optique que le bataillon Hill 9 a été mis sur pied après une formation continue accélérée de 5 mois à Mariama, au territoire national dans le cadre de préparatifs opérationnels. Le bataillon Hill 9, enrichi d'une expérience considérable, s'apprête à relever le bataillon Hill 7. Cet événement important fut placé sous l'égide du général des corps armés, le général Zakariya Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Était aussi présent le colonel-major Mohamed Qayad Guelleh, le sous-chef d'état-major de la défense, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, directeur général par intérim de la police nationale et le haut responsable des forces armées djiboutiennes. À son arrivée, le général Zakariya Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a passé en revue les premiers éléments du bataillon Hill 9 prêt à être projeté en Somalie. À l'occasion de leur départ, le général Zakariya Cheikh Ibrahim, sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti, a profité de l'événement pour les souhaiter une totale réussite dans leur mission. C'était aussi l'occasion de leur délivrer l'ultime message de la part du chef d'état-major général des armées, un message imprégné de sagesse, de guide et de courage dans l'accomplissement de leurs tâches. Vous, le 9e bataillon, serez projeté ce jour à Beledweyne pour relever votre frère d'armes qui ont terminé avec succès leur mission. Sachez que vous représentez la nation djiboutienne, comme vous l'avez déjà démontré. Je suis convaincu que vous montrerez à la hauteur de cette mission et hisser notre drapeau encore plus haut
demeurer unis dans la patience et l'endurance, a-t-il dit en substance le général. Forte d'une expérience de 8 bataillons déployés depuis 2012, la République de Djibouti a toujours soutenu son pays voisin, la Somalie, et les forces armées djiboutiennes fêtent cette année leur 10e anniversaire de projection. Il s'agit aujourd'hui des premiers éléments de relève qui ont pris le chemin de Beledweyne avec à leur tête le chef de bataillon Hill 9, le lieutenant-colonel Ahmed Mohamed et son staff. Cette opération de relève complexe nécessite une préparation minutieuse et va durer 2 semaines. Ainsi, au terme de cette opération, 1000 militaires seront relevés et remplacés par 1000 autres. La cérémonie de départ s'est achevée par la traditionnelle photo de famille. Dans cette même journée du dimanche 20 février 2022, le général de corps armés, le général Zekri Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a assisté à l'arrivée du bataillon Hill 7 en provenance de Beledweyne, dans le secteur 4, sous le commandement militaire djiboutien. Cette rotation, la première d'une longue série qui va durer 15 jours, a vu l'arrivée des premiers éléments. Rappelons que le bataillon Hill 7, déployé depuis 2019, a passé 2 longues années à Beledweyne, en territoire hostile, situé dans le secteur 4, dans le cadre de la lutte contre les milices Al-Shabaab. En effet, la République de Djibouti participe depuis 2012 au rétablissement de la paix de notre pays frère, qui est la Somalie, sous la bannière AMISOM, diligentée par l'Union africaine à travers le déploiement de 2 bataillons forts de 2000 ans. Cette première rotation a quitté Beledweyne tôt ce matin, où les militaires ont pu utiliser l'avion militaire des Nations Unies. À la descente de l'avion, nos valeureux combattants ont été accueillis par le chef d'état-major général des armées, en l'occurrence le général Zekri Cheikh Ibrahim Bor, et l'ensemble de la famille des forces armées djiboutiennes. Ainsi, après les salutations d'honneur, les militaires ont passé à travers différents ateliers, dont en premier lieu la police de l'air et des frontières par la délivrance des visas d'entrée. Ensuite, nos courageux soldats ont pu se conformer au processus en vigueur après retour de toute opération militaire sur un théâtre de guerre, à savoir l'identification des personnes par le département de la sécurité militaire qui filtre tout intrus. Puis vint le moment de la visite médicale obligatoire afin de détecter toute anomalie, y compris le test du Covid-19. On continue avec les nouvelles nationales. Dans le cadre du programme national d'alphabétisation, on s'envolait réinsertion des filles déscolarisées dans le tissu professionnel. L'UNFD et l'OUF organisent un lancement de projet de renforcement des capacités des jeunes filles déscolarisées ce matin à l'UNFD. Était présent à cette cérémonie la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hassan Ahmed Belil, la représentante de l'OUF auprès de l'Union africaine, Mme Zahra Kamel Ali, des parlementaires et ainsi des jeunes filles étudiantes à l'UNFD. Ces projets ont pour objectif les filles déscolarisées entre 15 et 25 ans pour qu'ils puissent avoir une seconde chance, des adultes et des jeunes également non scolarisés ou déscolarisés, en leur dispensant dans le cadre fonctionnel des connaissances qui favorisent leur insertion dans la vie active et leur réinsertion dans les structures formelles de formation professionnelle grâce à des passerelles à définir. En effet, de renforcer la participation de la femme au développement économique et social du pays, de développer les connaissances de base de la population en matière d'accroître également les capacités de la population à lutter contre la pauvreté et l'intégrité des langues nationales dans l'alphabétisation. Pour sa part, la représentante de l'OUF auprès de l'Union africaine, Mme Zahra, a souligné que la francophonie joue depuis 30 années un rôle actif dans la promotion et la protection des droits des femmes. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, sous l'égide de son Excellence Mme Khadra Mahamoud Haït, première dame de la République de Djibouti, fer de lance de la promotion des femmes dans ce pays, a su mener des actions pour aider les femmes et les jeunes filles à évoluer dans leur environnement ainsi qu'à l'influencer. L'OIF se réjouit de coopérer avec l'UNFD, principal acteur de la société civile,
qui continue à jouer un rôle important pour la défense et la promotion des droits des femmes et des filles, en droite ligne avec l'action gouvernementale, s'inspirant de la politique générale éclairée et de sagesse conduite par son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République et chef de gouvernement. À cet effet, il convient de saluer les importantes avancées en termes de parité, d'amélioration, de conditions des femmes à Djibouti, ainsi que la mise en œuvre de programmes d'autonomisation et d'alphabétisation des femmes. La francophonie joue depuis 30 ans un rôle actif dans la promotion et la protection des droits des femmes. C'est en effet par l'éducation et l'autonomisation économique que les femmes et les filles sont plus outillées et préparées pour préserver leurs droits, devenir plus compétentes, mieux insérées dans le monde du travail et participer davantage au processus décisionnel. La vice-présidente de l'UNFD, Mme Hassana Ahmed Belil, a quant à elle indiqué que l'OUF est un partenaire de choix. Ce projet pilote s'adresse à des jeunes filles déscolarisées à travers un appel à la candidature assorti de critères très précis comme la tranche d'âge de 15 à 25 ans, le niveau fréquente avant de quitter l'école, le nombre d'années sans scolarité. On écoute son intervention. C'est un plaisir et un honneur pour moi de vous accueillir, Madame la représentante de l'OIF en Afrique de l'Est, en ce jour dans le cadre de la coopération entre l'OIF et l'UNFD. L'Organisation internationale de la francophonie est et restera pour nous un partenaire de choix. Car, comme je l'ai déjà dit en 2020, ici même devant la secrétaire générale de l'OIF, la francophonie représente pour nous une famille certes géographiquement très éclatée sur la planète, mais ayant en partage un seul et même langue. Une langue, à travers son voyage, a su rassembler 1001 cultures, sans pour autant se défaire de la sienne. Le présent projet pilote s'adresse à des jeunes filles déscolarisées à travers un appel de candidature assorti de critères très précis comme la tranche d'âge de 15-25 et le niveau fréquenté avant de quitter l'école, le nombre d'années sans scolarité pour objectif. L'objectif, c'est d'améliorer l'accès à une école de seconde chance à des filles déscolarisées de 15-25 ans, de contribuer à l'insertion professionnelle des jeunes filles en situation de vulnérabilité, d'améliorer les conditions socio-économiques de ces dernières et de leurs familles en leur permettant un accès plus aisé à l'exercice d'une profession, de développer un programme de post-alphabétisation et ou de professionnalisation, pré-professionnalisation, entre autres, par le biais du TIC, de contribuer au renforcement des compétences de vie des jeunes filles, leur permettant à mieux valoir leurs droits et de prendre confiance en elles, de sensibiliser les jeunes filles contre les stéréotypes de genre et d'autres formes de discrimination, de contribuer à l'atteinte de l'ODD. Sport à présent, mesdames et messieurs, le complexe sportif Roi Fahd a abrité dans la soirée du 19 février 2022 une rencontre de la 13e journée du championnat national du handball opposant les deux équipes en tête de ce championnat. En effet, le match opposant la garde-côte djiboutienne et Transit d'Ita était très attendu par les amateurs du handball qui voyaient dans cet affrontement une rencontre décisive qui aurait un impact déterminant dans le dénouement de la saison 2021-2022. Dans une ambiance survoltée et en présence du président de la Fédération du handball, M. Ahmed Mohamed Tahir, les deux équipes se sont affrontées avec acharnement et le choc des deux titans s'est terminé par une victoire éclatante de la garde-côte djiboutienne. Avec cette victoire sur le fil, la garde-côte djiboutienne a pris une avance précieuse dans le classement final et doit maintenant tout mettre en œuvre pour la conserver lors des 2 dernières journées de championnat. L'équipe de la garde-côte djiboutienne. Aujourd'hui, on a vécu un match très difficile, vraiment très difficile contre la Dita Transit et on l'a gagné. Et je remercie vraiment beaucoup notre coach et tous nos staffs et tous mes joueurs et surtout Cornel, je vous remercie beaucoup. Et ça nous reste des matchs pour être champion. Donc je vais envoyer un petit message à mes coéquipiers. Je voulais justement les dire,
On a commencé ensemble et on va finir ensemble, Inch'Allah. Direction à présent la ville de l'Unité d'Ikil. Toujours dans le cadre de ses activités caritatives, l'association Karmakaran s'est rendue ce jeudi 17 janvier 2022 à Banta, une localité de la sous-préfecture d'Assaïla, située à 9 km d'Assaïla et 52 km du chef-lieu de la région, pour y organiser une journée de solidarité au profit des habitants. Ce village constitue l'avant-dernière étape du long périple entamé au mois de juillet 2021 par l'association et ses membres dans la région d'Idikil, placés sous le signe de la solidarité, de l'entraide sociale et du devoir envers les populations de cette localité. Cette aide constituée de plusieurs dons va contribuer à améliorer significativement les conditions de vie de ses habitants. Ainsi que pour les autres localités déjà visitées, l'association a procédé à la distribution des matériels sanitaires pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19, des habits neufs pour les enfants et des vêtements chauds pour passer l'hiver dans des conditions optimales, des colis alimentaires composés entre autres de riz renforcé et une bâche de protection pour protéger une surface ou endroit contre les intempéries, des équipements sportifs composés de maillots et de ballons. De plus, les écoliers de l'école primaire du village ont bénéficié d'un don important des kits de fournitures scolaires. Pour les actualités internationales, je vous disais dans les titres, 5 jours après la catastrophe, les secouristes ont poursuivi toute la journée les recherches à l'aide de pelles et de bêches pour tenter de retrouver des disparus. Des pluies diluviennes se sont abattues mardi sur cette ville de 300 000 habitants située à 60 km au nord de Rio de Janeiro, transformant les rues en torrents de boue et provoquant des glissements de terrain. Au cours de ce phénomène, Petropolis a reçu davantage de pluie que la moyenne de tout un mois le mois de février. Plus de 500 pompiers avec des hélicoptères et des chiens renifleurs restent mobilisés, même si les chances de retrouver des survivants sont de plus en plus minces. L'été austral a été particulièrement meurtrier au Brésil, avec des pluies diluviennes qui ont fait des dizaines de morts ces derniers mois dans les États. Ces précipitations extrêmes sont liées, selon les experts, au changement climatique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de 22h. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.